De récents articles médicaux nous amènent à souligner l'importance des dispositifs pour l'oxygénothérapie qui, utilisés correctement, contribuent à améliorer le traitement des patients nécessitant un apport supplémentaire en oxygène. Cette présentation décrit les principaux dispositifs couramment utilisés pour délivrer de l'oxygène. Nous espérons que ce support complétera vos connaissances dans le domaine de l'oxygénothérapie. La présentation est divisée en 3 sections. Les dispositifs dédiés à l'oxygénothérapie, comment fonctionnent-ils et quelle concentration d'oxygène ou FiO2 délivrent-ils? L'humidification, définition, indication, précaution d'usage et enfin les complications possibles liées à l'oxygénothérapie. Les dispositifs dédiés à l'oxygénothérapie, comment fonctionnent-ils et quelle fraction d'oxygène présente dans le gaz inspiré peuvent-ils atteindre? Les dispositifs pour l'administration d'oxygène peuvent être divisés en 2 catégories selon qu'ils délivrent tout ou partie de la demande respiratoire du patient. Les dispositifs à faible débit ou à concentration variable délivrent de l'oxygène à des débits inférieurs à la fraction inspiratoire du patient. Dès lors, une part d'air ambiant est aussi inspirée. Les dispositifs à haut débit ou à concentration fixe délivrent de l'oxygène à des débits qui couvrent la totalité de la fraction inspiratoire du patient. Intéressons-nous tout d'abord aux dispositifs à faible débit et aux différentes options disponibles. Les lunettes à oxygène ou canules nasales sont le moyen le plus couramment utilisé pour délivrer de l'oxygène. Une canule nasale est composée d'une tubulure qui se divise en 2 à l'une de ses extrémités pour former une boucle sur laquelle sont fixés 2 embouts. Ces embouts sont insérés dans les narines du patient, tandis que la boucle de fixation passe derrière les oreilles. L'oxygène va alors de la canule vers le nasopharynx, qui agit comme un réservoir anatomique. L'oxygène peut être administré à un débit égal ou inférieur à 6 litres minute chez les adultes. À un débit de 4 litres minute, l'humidification n'est pas requise. De très faibles débits peuvent être utilisés chez les enfants. Elles sont légères et confortables. Tout en les portant, les patients peuvent boire, manger et parler. Les patients respirant par la bouche peuvent bénéficier de ce dispositif. Les voies aériennes supérieures ne doivent pas être obstruées. Elles sont disponibles avec différentes formes d'embouts. La concentration d'oxygène varie comme précédemment mentionné. Toutefois, un débit d'oxygène compris entre 1 et 6 litres minute délivrera jusqu'à 44% d'oxygène chez la plupart des patients adultes. Il existe différentes tailles de canules pour adultes, enfants et néonatologie, et diverses formes d'embouts à utiliser selon les circonstances. Les embouts droits sont la forme originelle et sont les plus couramment utilisés à l'hôpital. Les embouts courbes sont conçus pour diriger le flux d'oxygène vers la partie postérieure du nasopharynx plutôt que vers les sinus frontaux. Les embouts évasés ont un diamètre élargi à leur extrémité, ce qui a pour conséquence de ralentir le débit d'oxygène à son entrée dans le nez, ce qui les rend donc plus confortables pour le patient. Les embouts courbes et évasés combinent les avantages des 2 options, administrant l'oxygène lentement et loin des sinus frontaux. Avertissement. Les canules nasales sont contre-indiquées pour les patients souffrant d'obstruction nasale, comme les polypes nasaux. Le masque facial moyenne concentration offre une autre alternative pour une oxygénothérapie à faible débit. Ils doivent être utilisés quand une concentration supérieure à celle fournie par les canules nasales est requise, ou bien lorsque les narines ne sont pas disponibles. La concentration d'oxygène reçue par le patient peut varier. Toutefois, il est admis qu'un débit compris entre 5 et 8 litres minute délivrera une FiO2 entre 35 et 50% chez la plupart des patients adultes. Il existe un large choix de tailles pour adultes, petits adultes et enfants. Certains masques sont équipés de pince-nez pour améliorer la tenue du masque. D'autres sont disponibles avec des attaches-oreilles de sorte qu'il n'est pas nécessaire de soulever la tête du patient pour les mettre en place. Une des extrémités de la tubulure à oxygène est connectée au masque, tandis que l'autre extrémité est reliée au débitmètre à oxygène. Le débitmètre est alors réglé pour administrer la concentration d'oxygène prescrite. Le masque est ensuite appliqué sur le nez et la bouche du patient
et l'élastique ajusté afin d'assurer sécurité et confort. Si le masque est équipé d'un pince-nez, celui-ci est alors ajusté pour garantir la meilleure tenue possible. Avertissement. Le débit doit être d'au moins 5 litres minute afin d'évacuer le CO2 hors du masque et prévenir ainsi le phénomène de réinhalation. Les masques sont contre-indiqués pour les patients nauséeux en raison des risques d'inhalation du contenu gastrique. Masque haute concentration. Ce masque est généralement utilisé lorsqu'une haute concentration d'oxygène est requise. Par exemple, pour un patient dans un état critique. Le patient respire par le masque et la valve inspiratoire s'ouvre alors afin de prélever l'oxygène présent dans le ballon réservoir sans que le patient respire de l'air ambiant. L'expiration se fait ensuite à travers les valves expiratoires. De par sa conception, le masque Echo haute concentration offre une meilleure étanchéité. Dès lors, 2 valves de sécurité ont été disposées sur le masque. Ceci permet au patient de pouvoir respirer l'air ambiant si l'approvisionnement en oxygène devait s'interrompre. En réalité, ce type de masque délivre une concentration en oxygène supérieure à 80% à des débits compris entre 10 et 15 litres minute. L'ajustement du masque et la capacité respiratoire du patient influent sur le volume d'air ambiant entraîné ainsi que sur la concentration d'oxygène délivrée. Comment utiliser un masque de non-rebreathing, c'est-à-dire sans réinhalation? Tout d'abord, connectez le tuyau à oxygène au débitmètre et ajustez au débit souhaité. Fermez la valve inspiratoire en prenant garde de ne pas endommager la valve et de permettre au ballon de se remplir. Pressez le ballon réservoir pour tester le bon fonctionnement de la valve située entre le réservoir et le masque. Si le réservoir ne se vide pas, alors déconnectez le masque et choisissez-en un autre. Placez le masque sur le visage du patient de manière à obtenir le meilleur positionnement possible. Ajustez le débit d'oxygène de sorte que le réservoir se vide d'environ 1/3 à chaque respiration. Avertissement. Les débits doivent toujours être suffisamment importants pour garantir que le réservoir ne se vide pas totalement à la fin de l'inspiration. Un minimum de 10 litres minute est requis. Les masques sont contre-indiqués pour les patients nauséeux en raison des risques d'inhalation du contenu gastrique. Intéressons-nous maintenant aux dispositifs à haut débit. Ces derniers fournissent un débit de gaz suffisant pour répondre aux besoins de la ventilation minute du patient. Avant de présenter ces dispositifs, expliquons pourquoi un dispositif à haut débit est parfois le produit le plus approprié. Les patients souffrant d'une maladie pulmonaire présentent de façon chronique une élévation du niveau de dioxyde de carbone dans le sang. Le corps présente alors une désensibilisation à ce stimulus. En d'autres termes, le patient ne réagit plus à une augmentation du CO2 à laquelle il s'est habitué. Le seul stimulus permettant au patient d'augmenter sa ventilation reste donc la baisse de l'oxygène sanguin. En lui administrant de grandes concentrations d'oxygène, le patient, qui ne répond déjà plus de par sa pathologie de base au stimulus respiratoire, ne répondra plus non plus à la baisse de l'oxygène. De ce fait, par manque de stimulus à la respiration, il va développer peu à peu une insuffisance respiratoire pouvant mener à l'apnée et au décès. Dans ces circonstances, un dispositif haut débit est alors le plus approprié car la concentration en oxygène peut être soigneusement contrôlée. La concentration d'oxygène inspirée est déterminée par la conception du dispositif et non par la fréquence et la profondeur de respiration du patient. Cliniquement, les Venturi sont utilisés afin d'augmenter le débit de gaz au patient, et ce, car l'air ambiant est entraîné dans le dispositif selon le principe Venturi. Ces dispositifs peuvent être utilisés pour délivrer une concentration en oxygène précise, et ce, en mélangeant air ambiant et oxygène. Les dispositifs à haut débit maintiennent une concentration constante d'oxygène inspiré, et ce, tout au long du cycle respiratoire. Les masques peuvent être fournis pour délivrer une seule et unique concentration en oxygène, par exemple 24%, mais ils sont aussi disponibles avec un jeu de valves Venturi interchangeables, avec code couleur pour désigner les différentes concentrations. Comment utiliser un masque Venturi?
Sélectionnez la valve Venturi suivant la concentration en oxygène prescrite et la fixez au masque. Connectez l'une des extrémités du tuyau à oxygène au masque et l'autre au débitmètre à oxygène. Ajustez le débitmètre au débit indiqué sur la valve. Placez le masque sur le visage du patient en couvrant la bouche et le nez, tout en ajustant l'élastique pour obtenir un positionnement sûr et confortable. Si le masque comporte un pince-nez, ce dernier doit être positionné de manière à fournir le meilleur ajustement possible. Avertissement. À des besoins en oxygène supérieurs à 40%, la valve peut ne pas générer suffisamment de débit total pour répondre aux demandes inspiratoires élevées. Contrairement aux idées reçues, la concentration en oxygène ne varie pas en fonction du débit d'oxygène. En effet, si le débit d'oxygène est augmenté, il en est de même du flux administré au patient, mais la concentration reste la même. Les valves Venturi peuvent être montées sur les kits d'oxygénothérapie pour réveil, le plus souvent avec une valve de 40%. Ces derniers sont conçus pour fournir aux patients intubés et en respiration spontanée un apport supplémentaire d'oxygène lors de leur transport vers la salle de réveil. Connectez la pièce en T au raccord 15 mm de la sonde d'intubation ou du masque laryngé. Reliez l'une des extrémités du tuyau à oxygène à la valve et l'autre au débitmètre à oxygène. Ajustez le débitmètre au débit indiqué sur la valve. L'un des inconvénients des valves Venturi est qu'il est nécessaire de changer de valve pour modifier la concentration d'oxygène administrée au patient. Ce problème peut être résolu en utilisant une valve ajustable. Avec une valve Venturi ajustable, la rotation de la molette permet d'augmenter ou de réduire la proportion d'air entraîné dans la valve, qui à son tour modifie la concentration d'oxygène. Ce qui signifie qu'une même valve peut délivrer plusieurs concentrations. Comme la valve n'a pas à être changée à chaque nouvelle prescription d'oxygène, le changement se fait plus rapidement. Ce qui signifie aussi que différentes valves n'ont pas à être stockées au sein de l'hôpital. La valve Venturi ajustable Silent peut être réglée pour des concentrations comprises entre 26 et 50%. Elle intègre un système de verrouillage pour éviter tout changement intempestif de concentration. Comme pour une valve fixe, reliez l'une des extrémités du tuyau à oxygène à la valve et l'autre au débitmètre à oxygène. Comment sélectionner la concentration d'oxygène désirée? S'assurer que la molette de sélection est sur la position appropriée. Si la concentration souhaitée est comprise entre 26 et 35%, s'assurer alors que la molette de sélection est dans la zone blanche. Si la concentration souhaitée est comprise entre 40 et 50%, positionnez la molette de sélection de la concentration sur 35%. Tirez et positionnez le sélecteur d'oxygène sur la zone violette. Sélectionnez le niveau requis d'oxygène en tournant le sélecteur d'oxygène. Réglez enfin le débit d'oxygène selon le débit indiqué à côté de la concentration d'oxygène. Les dernières avancées technologiques en matière de fabrication nous ont permis de combiner deux matériaux sans PVC dans un même masque. Celui formant le corps du masque est clair et assez rigide pour en maintenir la forme, tandis que le second, plus souple, est utilisé dans la fabrication de la lèvre qui est en contact avec le visage des patients. Cette seconde partie est consacrée aux différents humidificateurs. Dans la revue Clinical Practice, Fink et Hunt décrivent comme suivant les deux dispositifs les plus couramment utilisés. Un humidificateur est un dispositif qui ajoute des molécules d'eau à un gaz, alors qu'un nébuliseur produit un aérosol ou la suspension de particules dans un gaz. L'humidificateur barboteur utilise les bulles via le procédé d'humidification pour amener le niveau d'humidité de l'oxygène sec à celui de l'air ambiant. Le gaz est plongé dans l'eau de la bouteille où il se transforme en petites bulles qui se chargent d'humidité en remontant à la surface. L'humidité du gaz dépend du débit entrant, de la température de l'eau, de la taille de la bouteille et enfin du niveau d'eau présent dans la bouteille. Les humidificateurs barboteurs
sont généralement utilisés avec les dispositifs à bas débit, comme les canules nasales et masques moyenne concentration. Certains modèles intègrent une soupape de sécurité conçue pour prévenir les pressions excessives dans la bouteille, avec le risque d'occlusion de la tubulure à oxygène. Le fonctionnement de la soupape de sécurité se traduit par le déclenchement d'une alarme sonore qui alerte l'utilisateur d'un problème. La tête de l'humidificateur barboteur intègre également un pas de vis universel qui permet l'utilisation d'une bouteille que l'on peut remplir plusieurs fois avec de l'eau stérile ou bien l'utilisation d'une bouteille pré-remplie en eau stérile. Le débitmètre doit être relié à une source d'oxygène appropriée. Remplir la bouteille d'eau stérile en respectant les consignes d'hygiène et la connecter à la tête de l'humidificateur ou bien utiliser une bouteille pré-remplie. L'humidificateur est ensuite connecté au débitmètre. Ajuster le débit à 4 litres minute et obstruer l'orifice où se connecte la tubulure, et ce, afin de vérifier le bon fonctionnement de la soupape de sécurité qui intervient alors dans les 5 secondes. Ajuster de nouveau le débitmètre à oxygène au débit prescrit pour le patient, puis relier l'ensemble au dispositif d'administration d'oxygène qu'utilisera le patient. L'autre méthode utilisée pour l'humidification est l'humidificateur nébuliseur. Un humidificateur nébuliseur utilise le principe Venturi pour créer une zone de basse pression à l'une des extrémités de la tubulure. L'autre extrémité de la tubulure est plongée dans la bouteille contenant l'eau stérile. L'eau est alors attirée dans le tube où elle est transformée en un aérosol de petites gouttelettes par le débit d'oxygène. Cette même zone de basse pression entraîne l'air ambiant afin d'amener la concentration d'oxygène au niveau requis. Ce mélange air-oxygène, contenu dans les gouttelettes d'eau, est alors administré au patient. Un humidificateur nébuliseur peut délivrer entre 24 et 50 mg d'eau par litre de gaz selon le débit choisi. Ils sont le plus couramment utilisés avec des dispositifs tels que les aérosols et masques pour trachéotomie. Il est important que ces dispositifs fonctionnent de la manière la plus discrète possible afin de garantir le confort du patient. Ils doivent aussi répondre aux normes internationales afin de garantir que les concentrations d'oxygène délivrées le soient avec précision. Certains dispositifs sont fournis avec un système de sécurité qui prévient les changements par inadvertance de la concentration en oxygène. Comme pour l'humidificateur barboteur, la tête de l'humidificateur nébuliseur intègre également un pas de vis universel qui permet l'utilisation d'une bouteille que l'on peut remplir plusieurs fois avec de l'eau stérile ou bien l'utilisation d'une bouteille pré-remplie en eau stérile. Le débitmètre doit être relié à une source d'oxygène appropriée. Remplir la bouteille d'eau stérile en respectant les consignes d'hygiène et la connecter à la tête de l'humidificateur ou bien utiliser une bouteille pré-remplie. L'humidificateur nébuliseur est ensuite connecté au débitmètre. Connectez le flextube 22 mm sur l'orifice prévu à cet usage sur l'humidificateur nébuliseur. Positionnez le tuyau de manière à ce que le point le plus bas soit situé sous le patient, et ce, afin de prévenir tout phénomène de condensation vers le patient. Attachez le masque. Sélectionnez la concentration d'oxygène souhaitée. Ajustez le débitmètre à oxygène en s'assurant que le débit choisi correspond au débit requis pour le patient. L'aquamiste intersurgical vous simplifie la tâche en indiquant le débit nécessaire pour chaque concentration. Puis, reliez l'ensemble au dispositif d'administration d'oxygène qu'utilisera le patient. Il n'existe pas de connexion standard pour les débitmètres et ces dernières varient d'un pays à l'autre. L'Aquaflow et l'Aquamist intègrent le raccord à oxygène de type 10, le plus couramment utilisé. Toutefois, un large choix d'adaptateurs vous est proposé pour une connexion facile sur différents types de débitmètres, comme le raccord M12. Avertissement. Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés sur des circuits respiratoires car l'orifice ouvert d'entraînement de l'air ambiant générera une fuite dans le circuit. Ces dispositifs doivent être uniquement utilisés avec des liquides stériles changés quotidiennement. Tout reliquat doit être éliminé avant de procéder à un nouveau remplissage. Avertissement. Il est important que le point le plus bas du flextube soit situé sous le patient et que toute condensation soit régulièrement éliminée afin d'éviter tout contact avec le patient ou occlusion du tuyau. Il peut paraître utile, à ce stade de la présentation, d'insister sur certains points fondamentaux
concernant l'oxygénothérapie. Tous les patients gravement malades ont besoin d'oxygène. La cyanose centrale est causée à la fois par des troubles cardiaques ou pulmonaires. La cyanose périphérique résulte d'une insuffisance circulatoire dont la cause peut être une hypovolémie, un choc cardiaque, un environnement froid ou bien encore une obstruction artérielle ou veineuse. L'hypoventilation et les troubles affectant l'appareil respiratoire sont les causes de cyanose les plus fréquemment rencontrées dans les services d'urgence. De hautes concentrations d'oxygène inspiré ne diminuent pas la ventilation du patient souffrant d'insuffisance respiratoire. L'administration d'oxygène doit être prescrite. L'administration d'oxygène doit être monitorée. Les patients ne meurent pas d'une unique augmentation du niveau de dioxyde de carbone, mais d'hypoxémie. L'oxymètre de pouls mesure la saturation d'oxygène et non pas la respiration. Définition, indication, précautions d'emploi et complications possibles liées à l'oxygénothérapie. Les indications d'usage incluent l'hypoxémie. Elle se définit comme une diminution de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel et se caractérise soit par une pression partielle en oxygène inférieure à 60 torr ou une saturation artérielle en oxygène inférieure à 90% ou, dans les deux cas, à des niveaux en dessous de ceux admis dans une situation donnée et ce, pour un patient respirant l'air ambiant. Une situation d'urgence dans laquelle une hypoxémie est suspectée, les traumatismes sévères, l'infarctus du myocarde, les interventions chirurgicales ou bien encore les thérapies à court terme, comme dans les salles de réveil. Précautions et complications possibles. Avec une PaO2 supérieure ou égale à 60 torr, une dépression respiratoire peut se produire chez les patients en respiration spontanée, avec une élévation de la pression partielle en dioxyde de carbone dans le sang artériel. Avec une FiO2 supérieure ou égale à 0,5, atélectasie, toxicité de l'oxygène, dépression de la fonction ciliaire et ou dépression de la fonction leucocytaire peuvent survenir. L'apport supplémentaire d'oxygène chez les patients souffrant de rétention chronique de dioxyde de carbone peut entraîner un ralentissement de la fonction respiratoire. Un apport supplémentaire d'oxygène doit être administré avec précaution aux patients souffrant d'une intoxication au para-4 ou suivant un traitement à la bléomycine. Lors d'une bronchoscopie avec laser, des niveaux minimums d'oxygène supplémentaires doivent être administrés afin d'éviter une inflammation intratrachéale. Les risques d'incendie sont accrus lors d'une augmentation des concentrations en oxygène. La contamination bactérienne associée à certains systèmes d'humidification et de nébulisation est un danger possible. Les limites du traitement. L'oxygénothérapie n'offre que peu d'avantages lors du traitement de l'hypoxie par anémie et les bénéfices peuvent être limités avec des troubles respiratoires. L'oxygénothérapie ne doit pas être utilisée en lieu et place de la ventilation assistée, mais en complément de cette dernière.